Alors, je suis le coordonnateur de la nutrition clinique ici depuis de nombreuses années et je travaille à l'hôpital ici depuis 25 ans. Donc, et j'enseigne à l'université justement sur les problèmes de déglutition. Alors, on va regarder dans le fond, le petit programme que je vous ai monté, c'est vraiment dans un contexte d'échange. Donc, je veux échanger avec vous pour que ce soit dynamique, premièrement. Puis, deuxièmement, c'est plus facile de parler des problématiques qui vous préoccupent pour qu'on puisse y aller. Si jamais vous me posez une question, puis je dis, bien, on va en parler tout à l'heure, soyez pas fâchés, là. On va juste reculer l'intervention. Donc, je vais commencer par vous faire un petit quiz. Puis attention, j'enseigne à l'université, fait que vous passez un examen, puis vous allez avoir une note de passage. On verra ceux qui vont passer. Ensuite, je vais vous montrer un rayon X de la déglutition normale pour que vous voyez en dynamique qu'est-ce qui se passe dans la bouche. On va regarder les risques de la dysphagie, que faire avec les résidents. Bon, là, j'ai un exemple du premier Ouest, mais vous allez voir, c'est des résidents du troisième Ouest que je vais vous parler. Consignes générales et les conclusions. Donc, le petit quiz. Il est possible de s'étouffer avec des liquides, selon vous. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui. OK. Plus on épaissit les liquides, plus c'est sécuritaire. Pas nécessairement. Ça dépend du niveau de dysphagie de la personne. Oui, OK. Ça dépend de l'état de la personne. De l'état de la personne. Si c'est déjà obstrué, puis déjà si acide, par exemple. Mais vous remarquez qu'on épaissit facilement. Ici, l'hôpital, on est l'exception au Québec. On est de loin l'exception au Québec où on n'épaissit pas beaucoup pour les patients. Parce que dans plusieurs établissements, il n'y a pas de nutritionniste comme nous qui fait le travail de sensibilisation sur les problèmes de déglutition et des évaluations individuelles. Et par peur, les gens vont épaissir juste pour ne pas avoir de problème. Donc, il y a beaucoup, ici, on est probablement, je n'ai pas pu le comparer à grande échelle, mais on est probablement l'établissement où il y a le moins de liquide épaissi par patient, en pourcentage. Une bonne méthode pour prévenir les pneumonies d'aspiration. Vous savez, c'est quoi les pneumonies d'aspiration? Les aliments s'en vont dans les poumons. Ça, c'est ce que vous avez entendu. Là, les aliments vont dans les poumons. Et là, les poumons font une infection et on appelle ça une pneumonie par aspiration ou d'aspiration. Donc, une bonne méthode pour prévenir les pneumonies d'aspiration, ce serait l'hygiène buccale. Selon vous, ça aurait-tu de l'allure? C'est pas suffisant? OK. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? C'est une bonne méthode parce que maman, elle a fait 4 pneumonies d'aspiration, puis on lui fait avec le pipette là, régulièrement. Avant chaque repas, après chaque repas, l'hygiène buccale. OK. Est-ce que ça va les prévenir? Non, mais si on ne le fait pas, il risque de rester des petits cocos dans la gorge qui bon. obstruer. Avec quoi, vous avez dit? Vous savez, les petites touchettes, c'est imbibées. avec l'éponge rouge. Puis on les voit comme ça. Puis il faut vraiment que j'essore beaucoup, que je ne mette pas beaucoup d'eau. Je mets un petit peu de... Vous appelez ça de l'astringent, le liquide bleu. J'en mets quelques gouttes. Il faut que j'éponge beaucoup pour ne pas y laisser beaucoup de gouttes d'eau non plus dans la... Il ne faut pas que ça soit sèche. Je me le suis fait moi-même pour voir qu'est-ce qu'il y a. OK, c'est bon. OK. Si vous ne mettez pas d'eau du tout, c'est pas mal rough. C'est sec. Oui, Oui, c'est pas bon pour l'eau claire entre les repas n'est pas dangereuse. On va dire ça, mais je ne peux pas l'affirmer, mais c'est ce que le préposé m'a déjà dit. C'est bon. Entre les repas n'est pas dangereuse, alors que je ne voulais pas en donner. On m'a dit non, il n'y a pas de danger. Je suis content que ce soit une préposée en plus qui vous l'ait dit. Ça veut dire que nos formations passent. Parce que ça, c'est la formation qu'on donne aux préposés aussi. Mais ça n'empêche pas la patiente s'étouffer, parce que maintenant... On va en reparler. On va en reparler beaucoup. Inquiétez-vous pas.
Une hydratation sans tout signifie automatiquement que tout s'est bien passé. Ce qu'on mesure, c'est que c'est sans tout. Donc, c'est ça, sans aucune toux. Donc, on donne un verre d'eau à notre parent, notre famille, et boit, tout est beau, pas de toux. Est-ce que tout s'est parfaitement bien passé? Si on a entendu, si on a réalisé qu'il avalait, je pense que oui. OK. Parce que ça paraît ici quand il avale. Parce que des fois, il se la laisse dans sa bouche, Mhm. puis là, on dit avale. Les hommes, c'est plus facile parce qu'on a la pomme d'Adam et ça monte et ça monte et ça descend. C'est très facile à voir quand on... C'est sur les côtés qu'on voit. On le voit. Mais on le voit... chez la femme, c'est plus discret, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas de pomme d'Adam. Donc, il faut mettre nos doigts à ce moment-là pour bien vérifier si les liquides sont bien passés. Donc, on va y revenir à toutes ces questions-là, puis parce qu'à la fin, vous allez toutes avoir les bonnes réponses. À savoir, par exemple, où est-ce qu'on met les doigts. Oui, oui, je peux vous dire ça. Donc là, on va regarder une vidéofluoroscopie d'un patient, d'une personne normale, et vous allez pouvoir entendre l'explication. Plusieurs chercheurs intéressés par la dysphagie s'entendent pour décrire la déglutition en 4 phases. La phase orale préparatoire, Dans la phase orale préparatoire, on mastique l'aliment, ou on le prépare. phase orale de transport, Quand la phase orale de transport, c'est quand on décide d'avaler. Donc là, on prend un liquide. De l'eau, d'habitude, ça ne reste pas longtemps dans la bouche. Du yogourt, ça ne reste pas longtemps dans la bouche. Un vin de très grande qualité, vous allez le garder un petit peu plus longtemps dans la bouche, consciemment. Donc, vous allez fermer votre voile et vous allez garder et déguster votre vin que vous avez payé très cher. Hein, vous allez... Donc, on a le contrôle sur cette phase-là. la phase pharyngée, Donc, la phase pharyngée, là, on perd le contrôle parce que là, on a avalé. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Là. On ne peut pas faire remonter. Si on n'aime pas un liquide ou un solide, on va le prendre dans notre bouche, on va y goûter, puis on va faire comme bouffe, pas bon, on va le recracher. À la limite, on peut le recracher immédiatement si l'aliment n'est pas savoureux ou il ne répond pas à nos critères de satisfaction. et la phase œsophagienne. Donc là non plus, on ne peut pas faire remonter les aliments de l'œsophage. Hein? Là, donc ces deux dernières parties-là, on ne les contrôle plus. C'est un système autonome. C'est un système, notre système nerveux autonome qui prend le contrôle. Les chercheurs Léopold et Kagel Donc ça, c'est des ergothérapeutes. Donc c'est ceux qui vont s'intéresser à la phase préorale. Donc, amener l'aliment à la bouche peut devenir un problème en soi. Donc, les personnes qui ont perdu l'utilité de leur main forte, leur bonne main, manger de la main gauche quand on est droitier, c'est plus difficile, ou encore deux paralysies ou trop de faiblesse au niveau des membres supérieurs, au niveau des bras, bien, ça rend l'alimentation difficile pour amener l'aliment à la bouche. Donc, il y a toutes sortes de moyens compensatoires pour amener l'aliment à la bouche, pour profiter de l'autonomie résiduelle, hein, ce qui reste comme autonomie à la personne. y voient quant à eux une 5e phase qu'ils nomment phase d'anticipation ou phase préorale. Lors de l'examen vidéofluoroscopique, cette phase ne peut être Comme vous voyez, ça date de quelques années. C'est moi, ça. décrite que par la personne donnant au patient les aliments. Pas d'enfant, pas de cheveux La blancs. phase orale préparatoire permet Donc là, vous voyez, là, je vais vous pointer avec le petit pointeur. Est-ce que vous le voyez tout? Oui. Donc ici, on voit la cavité de la bouche. On voit les dents, il y a des plombages. C'est radio-opaque, les plombages, fait qu'on peut bien voir. C'est tout foncé, dans le fond. Ici, on a ce qu'on appelle le voile du palais. Si vous touchez dans votre bouche, hein, vous pouvez y aller avec votre langue,
aller toucher jusqu'au voile, le palais mou. Palais dur en premier, puis palais mou en deuxième, en arrière. Donc, le palais mou, lui, il va contrôler notre capacité à garder des aliments dans la bouche. Puis quand on décide d'avaler, bien là, le voile va monter pour fermer la cavité nasale. Parce que sinon, les aliments remonteraient dans le nez. C'est pas le fun, ça nous est tout déjà arrivé d'avoir des aliments qui passent par le nez. C'est souvent lorsqu'on vomit, hein, qu'on a de la difficulté à contrôler notre voile, parce que là, on est dans une situation très aiguë, très difficile de contrôle, et on perd le contrôle, et là, les aliments passent des deux côtés. Dans le nez, dans le nez et par la bouche. Donc ici, par la suite, on a la base de la langue, et là, ici, là, on est encore à la base de la langue, et là, vous voyez qu'il y a un petit clapet. Ce clapet-là, on l'appelle l'épiglotte. Ce n'est pas la luette qu'on voit à la fin de la bouche, là. La luette, c'est pendu au voile du palais, au palais mou. Donc ici, on voit une épiglotte qui va aller s'abaisser comme ça pour fermer l'entrée des poumons. Ici, là, c'est le larynx, donc c'est la partie cartilagineuse que vous pouvez sentir lorsque vous touchez votre gorge. Là, si je la bouge, vous voyez que ça change ma voix. Donc, c'est les cordes vocales qui sont à l'intérieur de cette petite boîte-là. Ici, on appelle ça le pharynx, et vous savez bien, quand vous avez une pharyngite, ce que j'ai en ce moment, ça fait mal dans la gorge. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle la gorge. Quand on peut difficilement la voir, parce que quand on regarde le patient, même s'il a la bouche très bien ouverte, on va juste voir une petite partie du pharynx. Et par la suite, on a l'œsophage qui commence ici. Donc, l'œsophage, vous voyez que c'est fermé. Hein? Il n'y a pas de... L'œsophage, ce n'est pas un tuyau qui est ouvert tout le temps. C'est un tuyau qui est toujours fermé. Lorsqu'on avale, là, l'œsophage va s'ouvrir et se fermer pour laisser passer le bol alimentaire. Mais il va toujours rester fermé après, à moins qu'on ait des problèmes de santé. Donc là, vous allez voir une déglutition normale, et je vous le dis, c'est très rapide. Aux patients qui mastiquent les aliments, de les transformer en un bolus prêt pour la déglutition. Pour être C'est vite de même. efficace, cette phase demande une bonne fermeture labiale et une occlusion vélo-linguale étanche pour maintenir les aliments dans la cavité buccale. La modification des aliments est conditionnée par la présence de dents ou de prothèses et d'une quantité suffisante de salive. La mastication ainsi que le travail lingual permettent au bolus humidifié de se retrouver au centre de la langue en vue de la phase orale de transport. Là, vous voyez tout de suite vos parents qui ont de la difficulté avec la salive. C'est très fréquent dans la clientèle qu'on a ici, des personnes qui n'ont pas beaucoup de salive dans la bouche. Donc, ça devient plus difficile de mélanger les aliments avec la salive, et c'est principalement à cause de la médication qu'ils vont prendre. Donc, vous avez déjà pris un antihistaminique, hein, ce que je prends en ce moment pour ma pharyngite et mes sinus. Donc, j'ai la gorge sèche et la bouche sèche. C'est pour ça que je me suis mis des petits liquides. Donc, ça peut être quelque chose d'important d'humidifier les aliments pour qu'ils soient plus faciles à transformer en bol alimentaire dans la bouche. La première débute par l'élévation du voile du palais vers le nasopharynx afin de limiter les risques de régurgitation nasale. Par la suite, l'apex de la langue, allant s'accoler à la portion supéro-postérieure des incisives, permettra au bolus de se diriger vers les piliers antérieurs du pharynx dans le but. Donc, vous avez vu, l'épiglotte ici, elle s'est complètement fermée pour bloquer les voies respiratoires. Donc, c'est ça le plus important, c'est la phase la plus critique quand on avale, c'est la phase au niveau du pharynx, la phase des aliments dans la gorge. Et là, dans le fond, la façon de prévenir, s'il y a une prévention à faire, c'est que le bol alimentaire soit bien humidifié, mais que tous les mécanismes de protection dans le pharynx fonctionnent bien.
Il faut que l'épiglotte soit capable de bien s'abaisser. C'est pas vrai pour tout le monde. Certains patients, dans certaines maladies, il va y avoir une épiglotte qui va avoir de la difficulté à se fermer. Donc là, si l'épiglotte ne se ferme pas bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les aliments rentrent dans les voies respiratoires. Et là, je vais vous en montrer une tout à l'heure pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand ça rentre dans les voies respiratoires. Vous avez dit tantôt, quelques-uns d'entre vous, vous toussez ou vous étouffez des fois avec votre salive, avec un liquide, donc, ça, c'est un réflexe, un excellent réflexe de protection. Vous allez tousser pour expulser le corps étranger. Et c'est normal, et ça, c'est dans les bons réflexes normaux, et ça protège la personne d'une aspiration. Donc, quand vous voyez votre parent qui tousse avec un aliment, dites-vous comme premier réflexe, « Wow, il y a un bon réflexe de tout. Il y a un bon mécanisme de défense. » Donc ça, c'est extrêmement positif. De ne rien entendre, c'est pas toujours, s'il n'y a jamais de tout, ça peut nous dire qu'il s'aspire quand même, mais qu'il n'y a plus le réflexe de tousser lorsque les aliments rentrent dans les voies respiratoires. Donc la question de tantôt, quand on boit un liquide, qu'on n'entend rien, ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé. Oui. Excuse-moi, la personne dysphagique qui fait du reflux gastrique, est-ce que ça veut dire que l'épiglotte, le petit clapet, est resté ouvert? Non, là, on parle de deux formes de protection. Si on revient à l'image ici, suivez ma petite flèche. Ici, là, juste là, il y a un sphincter juste en haut de l'œsophage qui est très solide. Vous les connaissez, vos sphincters. Vous aimez bien que vos sphincters au repos soient bien fermés. Si on a envie de pipi, puis qu'on n'est plus capable de se retenir, c'est que notre sphincter n'est plus capable de retenir le pipi. Donc, même chose pour le sphincter fécal. À l'anus, si on n'a pas un bon anus qui est capable d'être bien fermé, on peut avoir des pertes fécales. Donc, ça peut arriver dans la clientèle qu'il y a ici à l'hôpital. Le sphincter en haut de l'œsophage, il est aussi important. Il faut qu'il soit toujours bien fermé au repos pour que s'il y a des reflux qui partent de l'estomac et qui montent, le sphincter, il va protéger la personne contre des reflux qui pourraient monter jusque dans la gorge. Si la personne dit « c'est acide dans ma gorge, ça brûle dans ma gorge », c'est que là, le liquide ou les solides ou le contenu gastrique s'est rendu jusque dans la gorge. Et c'est votre estomac, le pH est à 2. C'est pire que le citron, le jus de citron. C'est plus acide encore que le jus de citron. La majorité de la clientèle ici prend ce qu'on appelle des IPP, des Pentoloc, Nexium et compagnie. Donc, ces médicaments-là vont atténuer l'acidité de l'estomac pour avoir un pH neutre. Fait que là, quand le reflux arrive dans l'œsophage, les personnes ne le sentent plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de reflux gastro-œsophagien. Donc, le reflux, à ce moment-là, s'il revient dans la gorge, il ne brûlera pas parce qu'il n'est plus acide. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est plus dangereux, parce que là, ça peut quand même aller dans les poumons, parce que ça peut rester dans la gorge, puis là, oups, aller dans les poumons. Mais on parle d'un degré de risque très, très, très réduit par rapport à quelque chose qui est très, très acide, qui irait directement sur les poumons. Donc, on se souvient, là, le sphincter en haut de l'œsophage, il est là pour protéger contre les reflux, puis ça n'enlève pas la douleur puis l'inconfort quand on a du reflux. On en a tous eu, une fois de temps en temps, quand on mange un gros repas, là, ça remonte, puis mon Dieu, que j'ai trop mangé. Et ça peut aller jusqu'à brûler, parce que si c'est tout de suite, si c'est quelques heures après le repas, bien là, l'estomac a eu le temps de baisser le pH à 2, 3. Donc, ça fait mal, là, ça fait mal dans l'œsophage. Est-ce que ça répond à votre question? Oui? Par rapport à la toux, on
On a des résidents qui toussent, ouvrent la bouche. Je dis que si le résident ouvre la bouche en toussant, il dégage. Oui. Mais pour celui qui tousse, la bouche fermée, parce qu'il y a des résidents qui n'ouvrent pas la bouche pour tousser, qu'est-ce qui se passe? Comme un peu une habitude, hein? Il y en a qui éternuent puis qui ils vont tous regarder le contenu de l'expectoration à l'intérieur. Il faut les encourager parce que si ça reste dans la bouche, bien, on n'a pas l'expulsion du corps étranger. Il peut se rendre dans la bouche, puis ensuite être réavalé, puis que ça aille dans la bonne direction. Donc, la fermeture de la bouche n'est pas une garantie que c'est une augmentation des risques, mais l'ouverture de la bouche, bien tousser fort, ça protège la personne. Ça, c'est certain. Quand il éternue, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du liquide, je me préparais à le moucher. Mais il éternue, mais la bouche toute grande ouverte, là, C'est c'est parfait. un grand cri. C'est parfait. Ça fait peur aux autres. Ah, mais Arriver dans le salon. c'est malheureux, mais c'est Mais bon oui. pour lui. C'est très positif pour lui. Donc, c'est quoi la dysphagie, en fait? C'est un trouble de toutes ces phases-là de la déglutition. Ça peut être un trouble d'amener les aliments à la bouche, ça peut être un trouble de mastication. Je vous dirais que si on regarde l'ensemble de tous les problèmes de dysphagie, la majorité, c'est un problème de mastication, des prothèses mal ajustées, une prothèse qui a été perdue. La majorité des patients qui nous arrivent des soins aigus, ils ont perdu une prothèse sur deux ou c'est difficile de retrouver la prothèse, puis même si on la retrouvait, où est-ce qu'elle a passé. Donc, les dents qui sont moins bien entretenues, le dentiste qui passe moins souvent. Donc, c'est beaucoup de problèmes de dentition. Ensuite, comme deuxième groupe, en plus petit nombre, c'est des problèmes neurologiques qui vont être à la source de leurs problèmes de déglutition. Et là, je nomme l'AVC, la maladie de Parkinson, la maladie de Pick, la maladie, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Il y en a, là, il y en a à peu près 75 diagnostics dans les maladies qui peuvent causer de la dysphagie. Donc, c'est tout simplement un trouble à avaler qui peut être très bénin, qui peut être très facile à corriger. On change la prothèse ou on améliore la dentition ou on joue sur la capacité masticatoire. On peut jouer sur les muscles, réadapter les muscles un peu. Je vous mets au défi de manger de la purée déjeuner, dîner, souper. Vous palperez vos muscles ici après un mois, là, ils vont avoir fondu vos muscles. Donc, une personne qui mange, qui a peu de stimulation, va avoir une fonte des muscles. Hein? Si on ne marche plus pendant 2 semaines, c'est sûr que nos muscles des jambes vont fondre et vont être moins efficaces quand on va se relever après 2 semaines qu'on va avoir été assis ou alité. Donc, difficulté à transférer la salive, des fois. Moi, ce matin, j'ai toussé très fort avec ma salive. Des liquides, la nourriture, les médicaments. Ça reste encore... on a une belle variété de médicaments dans notre établissement. Hein? C'est une panoplie de médicaments. Il y en a des petites, des grosses, des moyennes. Il y en a des trop grosses, hein? Les calcium, le colasse, là, c'est des grosses pilules difficiles à avaler. Donc, des fois, c'est seulement ça le problème. Le patient avale très bien les aliments, mais les médicaments, ça reste pris quelque part et ça reste souvent pris là où il y a l'épiglotte, donc à la base de la langue. Puis si ça vous arrive, vous prenez une pilule sans eau, votre pilule, elle va coller exactement à cet endroit-là. On appelle ça des vallécules, là. Donc, c'est juste les petits replis qui sont à la base de la langue. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? On prend de l'eau, hein? On prend du liquide pour que l'épiglotte puisse s'abaisser puis laisser passer la pilule. Ça va pour ça? Est-ce qu'il peut y avoir des spasmes aussi dans l'œsophage qui empêchent le bol alimentaire de descendre? Là, vous parlez de troubles à l'œsophage, hein?
C'est une forme de dysphagie aussi qu'on appelle la dysphagie basse. Il y a à peu près encore une vingtaine de maladies qui peuvent causer des problèmes à l'œsophage. Un qui est très régulier, qu'on entend beaucoup, on a parlé tantôt, c'est les reflux. Mais il peut y avoir aussi des problèmes de maladies cardiaques. Juste à côté de l'œsophage, il y a la crosse aortique. Il y a votre cœur là, qui bat, puis il y a une grosse artère. Et cette artère-là, elle tourne comme ça. Puis l'œsophage est comme ça. Fait que s'il y a une maladie cardiaque, l'artère ici va grossir, puis elle va faire dévier l'œsophage. Puis ça n'a rien à voir avec l'œsophage, mais la maladie de cœur va avoir fait dévier l'œsophage, et là, ça cause des problèmes parce que ça donne comme des douleurs cardiaques lorsqu'on mange. Et c'est pour ça qu'il faut que les médecins fassent toujours des 2-3 tests avant de s'assurer que c'est bien un problème cardiaque versus un problème de l'œsophage. Donc, les signes classiques, difficulté à mastiquer les aliments, difficulté à propulser les aliments. Donc, une fois qu'ils sont dans la bouche, moi, je pense que quand on est en soins de plus de longue durée, les infirmières, la famille nous appellent, le patient ou la personne garde l'aliment dans sa bouche. On lui donne dans la bouche, puis là, il n'y a rien qui se passe. Dites-vous que la démence de type Alzheimer ou la maladie d'Alzheimer ou toutes les autres formes de démence affectent le cerveau dans la reconnaissance consciente. Hein, on est dans le conscient. Aujourd'hui, je vous parle, vous me regardez, je vous regarde. Donc ça, là, c'est le conscient. Eux, c'est ça qui est affecté. Ça ne va pas nécessairement affecter le long terme et les souvenirs des saveurs et des odeurs. Vous allez peut-être les voir se réveiller lorsqu'ils ils sentent une odeur qui leur rappelle un souvenir. Essayez avec les aliments aussi et vous allez voir des sourires, vous allez voir du plaisir et tout d'un coup, la mastication se met à aller super bien. Et là, la personne a reconnu l'aliment et là, elle l'apprécie, puis là, elle va faire le travail pour le transformer et l'avaler comme il faut. Ça, je vous demanderais, si on passe de purée à des aliments plus solides, confirmez avec nous en nutrition, on va vous dire oui, on va l'essayer. Et moi, je n'ai eu que des succès énormes avec ça. T'sais, des patients qui étaient sur de la purée depuis des années ou des mois, et là, on essaie un aliment qui est maison. Là, ma mère a toujours aimé, je me souviens toujours de cette dame-là, le saumon fumé avec des biscottes. On s'entend, là, les biscottes, là, c'est sec, hein? Bien là, elle a pris le saumon fumé avec une biscotte, elle y a donné. Et elle s'est mise à mastiquer, puis avoir un beau sourire, puis là, elle regardait, puis là, où est-ce qu'il est l'autre, là? Où est-ce que je vais en pouvoir en avoir d'autres? Donc, les aliments vont aller réveiller des beaux souvenirs et des belles émotions. C'est ça que vous voulez de votre famille, là. Elle a bien avalé. Ah, elle a avalé très, très bien, aucun problème. La cuisse de poulet de chez Saint-Hubert. Monsieur mangeait purée depuis des années. Puis là, la famille nous ramène après une fin de semaine. Il nous dit, bien là, on y a juste présenté. Puis là, il est allé comme ça, puis il a pris, puis il a mastiqué. Puis là, on peut-tu changer la texture? Bien, certain qu'on va changer la texture. On va essayer d'autres aliments. On va essayer d'autres textures qui vont rappeler des souvenirs. Ensuite, changement de voix. Ça, c'est dans le fond, ça va avec une de vos questions du début. Est-ce qu'on peut avoir un moyen de savoir si le patient s'est aspiré, mais de façon silencieuse? Donc, il n'y a pas eu de réflexe de tout, de protection. Donc là, on prend un aliment dans la bouche et on l'avale, mais il y a une partie qui s'en va dans les poumons, puis il y a une partie qui s'en va dans l'œsophage, sans aucun réflexe de tout. Donc, moi, un patient qui me dit j'apprends qu'il tousse très fort au repas, pour moi, c'est un patient qui se protège bien. Donc, il est moins à risque d'avoir des problèmes pulmonaires. Le patient qui n'a jamais de toux, lui, m'inquiète plus que la personne qui a de la toux régulièrement. Donc, changement de voix.
C'est pas évident, là. Ça vous est déjà arrivé de tousser avec un liquide ou avec un solide. Remarquez la voix que vous avez eue après. Hein? Elle était éteinte, elle était mouillée. Et je vais vous faire écouter une voix mouillée et vous allez voir ce que ça fait au niveau du rayon X. Donc ça, c'est un monsieur qui a la maladie de Parkinson, qui mangeait par la bouche et on lui a passé un rayon X. Avec l'essai d'un jus de consistance miel, on observe un écoulement passif jusqu'au sinus. Donc vous voyez que le liquide coule ici, avant même qu'il ait avalé. Donc d'habitude, le liquide, il reste dans la bouche et là, on avale. Et là, il le laisse couler. À mes étudiants, là, je leur fais faire l'exercice de prendre un verre d'eau puis d'essayer de le faire couler dans sa gorge le plus longtemps possible. Et on a un réflexe, nous. On n'est pas capable de laisser couler ici. On le laisse couler jusque-là, ça va. Tout le monde est confortable. Mais plus loin que ça, là, plus loin que l'épiglotte, on a un réflexe de tout trop fort. On a un réflexe de déglutition trop fort. Donc là, vous allez voir que le liquide, il va s'en aller dans les poumons. Puis vous allez écouter bien la voix. Forme avec pénétration dans le vestibule laryngé. Vous voyez ici, là? La pénétration est suivie Ça, c'est des petites gouttes. réflexes encouragés par l'intervenant. On peut noter que le déroulage sur demande déclenche plusieurs déroulages successifs. Pendant ces Écoutez manœuvres, bien. on observe une voix mouillée. Écoutez bien. C'est pas difficile, la voix mouillée, là, c'est ça. Avec l'essai d'un jus de consistance miel, on observe un écoute. Donc, la voix mouillée, là, c'est une voix qu'on entend, là, les cordes vocales, puis ah, hein, je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas de liquide ou de sécrétion dans mon larynx en ce moment. Donc, c'est assez facile quand même de voir si votre personne, votre parent, s'est aspiré avec du liquide ou du solide si vous lui demandez de parler après. Donc, continuez votre conversation, puis si vous notez que la personne a changé sa voix, c'est une voix mouillée ou il y a une voix étrange, il n'y a pas la voix comme avant, bien dites-vous, oups, peut-être qu'il y a des liquides ou des solides qui sont allés au niveau des poumons. Puis là, attendez, on n'est pas rendu là. Parce qu'il y a plein de choses à faire avant. Donc, ça, je l'ai fait. Donc, la toux ou le dérumage au repas, la toux, vous êtes sensible, vous l'avez déjà entendu, hein? Si ce n'est pas votre parent, c'est quelqu'un dans la salle à manger qui va toussoter ou qui va tousser au repas. Et l'étouffement. Donc, l'étouffement, on n'entend rien avec un étouffement. Il y a arrêt de la respiration et là, la personne commence à changer de couleur. Donc, la personne va faire comme... Donc, vous n'entendez rien, là. Et là, mes voies respiratoires sont complètement bloquées. Et là, je n'ai pas d'autre solution que de faire le Heimlich, où la personne peut finir par se dégager par elle-même, mais il faut qu'elle tousse consciemment. Donc, il faut qu'elle soit capable de dire, bon, là, je vais me forcer dans la panique, imaginez. Il faut tousser à ce moment-là. C'est extrêmement rare, je vous rassure. C'est arrivé hier sur mon département. Une patiente s'est pas mal bien étouffée avec un morceau de pain, du pain frais, ça avait fait une boule vraiment, là. Le préposé a été capable de la dégager sans problème, mais ça faisait des années que moi, j'en avais pas vu encore sur les départements où je travaille. Donc, c'est extrêmement rare. Et si ça arrive, bien, dites-vous que le personnel alentour est très bien formé pour faire ce type d'intervention-là. Parce que tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner une pression au niveau des poumons pour que l'air propulse le corps étranger. Donc, selon vous, avec ce qu'on a dit en ce moment,
quels seraient les risques associés à la dysphagie? Vous avez tout de suite entendu étouffement. Ensuite, la pneumonie d'aspiration. Mais est-ce qu'il y a d'autres risques selon vous? Est-ce qu'avec le reflux gastrique constant, alors, on dit que ça peut mener au cancer de l'œsophage? Oui, là, on est dans la dysphagie œsophagienne et c'est un risque particulier dans la dysphagie œsophagienne à long terme. Il y a des études qui nous montrent qu'on augmente les risques du cancer de l'œsophage. Mais là, on parle plus de la dysphagie ici. Là. Il y en a deux autres que vous allez faire comme, ben oui, c'est bien normal. C'est quoi mon titre? Nutritionniste. Donc, c'est de la dénutrition et de la déshydratation. Donc, les personnes ne mangent pas suffisamment ou encore ne boivent pas suffisamment. Et il y a plein de raisons pour ça. Pourquoi on mange moins quand on est dysphagique? Parce que des fois, le traitement est exagéré. Hein, on va tout de suite mettre de la purée, alors qu'il y a d'autres méthodes pour corriger le déficit de la personne. La purée, moi, j'ai été président de l'Ordre des diététistes du Québec et j'ai dit, moi, je l'ai la recette pour perdre du poids. Je l'ai la recette miracle pour perdre du poids. Je vous l'ai dit, elle est vérifiable, elle est vérifiée. Manger de la purée, déjeuner, dîner, souper, probablement que plus de 50 % d'entre vous, vous allez perdre du poids. Parce que, pour l'avoir expérimenté moi-même, je vous mets au défi de l'expérimenter à la maison, de manger un repas complet purée et des liquides épaissis. Quand on mange un repas purée, on a ce qu'on appelle une satiété avant le temps, une satiété précoce. On n'a plus faim avant même qu'on devrait avoir faim. On devrait encore avoir faim, dans le fond. C'est pas tout Pas juste le look, mais des fois, la saveur, elle est très bonne. Là. Elle est très, très bonne. Mais mon Dieu, c'est parce que ça devient routinier, ça devient banal, ça devient moins stimulant. Et à l'inverse, je vous mets au défi, j'ai trouvé la diète engraissante de la même façon. On va à l'opposé. On multiplie les saveurs, les odeurs, les formes, les textures. Et là, vous imaginez dans un all you can eat. Et je vous jure que vous allez manger au-dessus de votre satiété. Par gourmandise, parce que, excuse, vous trouvez ça bon. Puis là, non seulement vous trouvez ça bon, mais là, celui à côté, j'y ai pas goûté. Il faut bien que j'y goûte, là. Mais ça, c'était tellement bon. Vous n'en prenez pas une deuxième portion. Vous prenez une autre portion, puis vous reprenez une autre portion de celle-là, puis une petite portion de ça. Alors, je vais goûter à ça aussi, puis je vais goûter. C'est ça, la stimulation de l'appétit, c'est les variétés de saveurs, d'odeurs, de textures et de saveurs. Donc ça, c'est tout ce qui peut de couleur, hein, tout ce qui est stimulant, autant pour les yeux, pour le nez, pour les oreilles. Hein, quand on prend une carotte, clic, on entend la carotte. Imaginez qu'on croque une carotte et qu'on n'entende rien. Oups! La carotte n'est pas comme faux, hein? Elle est pas, ou une pomme, là, tu sais, vous prenez une pomme, là, clic, vous n'entendez rien. Il y a de quoi la pomme est molle ou elle ne sera pas bonne, hein? Elle n'aura pas la même. Donc, pardon? C'est qu'on est sourd. C'est qu'on est sourd, oui. C'est sûr que ça peut jouer. Le son à l'intérieur est un petit peu préservé, mais vous allez entendre moins bien aussi tous les sons de la nourriture. Excusez-moi, le premier élément, là, pourquoi à ce moment-là, les patients qui sont toujours sur une diète en purée engraissent du ventre, là, c'est parce qu'ils ne font pas d'exercice. Vous dites avec la diète en purée, on maigrit. Mais je vous parle d'une personne active là, qui va avoir des activités. On n'arrivera pas à satisfaire nos besoins avec la purée. La clientèle, ici à l'hôpital, c'est
c'est assez rare qu'on réussisse à leur faire prendre du poids avec une purée 3 fois par jour. On peut y arriver, mais c'est parce qu'on met des aliments enrichis. Donc, on met des suppléments, on met des protéines de plus. Mais si on donnait juste là, la diète purée, sans supplément, sans ajout, rien, ils perdraient du poids. Donc, il faut augmenter la qualité et augmenter la densité énergétique et protéique de chacune des bouchées, sinon on n'y arrive pas. Donc, on a des pommes de terre enrichies, on a plein de mets qui sont enrichis à la cuisine pour arriver à au moins maintenir le poids, puis des fois, réussir à gagner un petit peu de poids. Donc, faisons les quatre problèmes, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. L'étouffement, donc comme je disais, c'est obstruction complète. Signe classique, c'est pas de tout. Hein? Changement de couleur, respiration, s'il y en a une, elle est très difficile, et absence de bruit. Maintenant, c'est quoi les aliments qui peuvent causer un étouffement? Là, j'en ai dit un tantôt, hein, la boule de pain. D'avoir des chocolats avec du caramel, donc des chocolats OK. Des chocolats avec des pâtes qui sont buvants, comme du caramel, ça ne descend pas facilement. OK, c'est une idée. Maintenant, on a purée d'œuf. Purée d'œuf. Il y a toujours de la sauce dans son assiette. Mais j'ai remarqué que c'est plus sèche. Alors, on va demander du liquide tout de suite. OK. On alterne le liquide avec la purée, le liquide, la purée. Elle-même, elle en veut. Elle va aller chercher des liquides. Mais la OK. purée d'œuf, je trouve ça plus sèche. Il faut vraiment mettre la sauce brune dessus. D'autres aliments qui pourraient étouffer Du riz. le riz. Le riz quand il n'y a pas de sauce. OK. Du couscous, ça c'est arrivé que... Tout ce que vous avez dit à date, ça peut faire tousser quelqu'un. Oui, mais pas l'étouffement. L'étouffement, il faut que ça soit un aliment rond ou qui se transforme en boule. Comme un raisin, par exemple, Le raisin pour l'enfant, pour l'enfant. parce que le raisin est à peu près de la grosse... Ben là, les raisins Club Price, là, vous avez vu ça, là, les espèces de gros raisins, ça passerait pas. Mais si on regarde, là, c'est la viande qui est à 47 à 50 des étouffements qui causent la mort, c'est de la viande. Et on ajoute à ça les saucisses, toutes les formes de saucisses, saucisses à hot dog, etc., que c'est rond. Là, c'est mon rhume. C'est rond, donc ça peut épouser la forme du larynx et bloquer vraiment les voies respiratoires. Donc, ça prend vraiment un aliment qui va former une boule ou qui va former un bouchon par-dessus les cordes vocales ou en dessous des cordes vocales. Les autres aliments, il y en a d'autres. On parle du pain, des fruits et légumes ronds, des bonbons, des desserts durs, certains fromages hein, qui seraient plus denses et qui pourraient vraiment bloquer les voies respiratoires. Mais dans les autres aliments, ça peut être extrêmement désagréable, mais ça ne peut pas étouffer une personne, bloquer et causer la mort. Il faut les couper. Donc, ces aliments-là, il faut les couper dans le sens contraire. Là. La saucisse à hot dog, on la coupe comme ça, sur le long. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on le fait ici à l'hôpital. C'est correct. C'est correct, ça. Dans les aliments qu'on sert, il y a quelques aliments qui pourraient former une boule. Les petites patates rondes qu'on a depuis quelque temps. Toutes les viandes, dans le fond, parce qu'on met des cubes à peu près gros comme ça. Toutes les viandes en sauce, ça pourrait bloquer les voies respiratoires. Les rôtis ou les pains, des choses comme ça. Mais le reste, il y a très peu d'aliments qui pourraient causer l'asphyxie ou l'étouffement. La déshydratation, ça a été un défi l'année passée d'essayer d'améliorer l'hydratation dans l'hôpital parce qu'on s'est rendu compte par toutes sortes de publications, mais aussi en faisant des tests ici à l'hôpital, qu'on avait beaucoup de patients qui étaient sur le bord d'être déshydratés
ou franchement déshydratés, donc leur sang était concentré et ça pouvait jouer sur des infections. Donc, c'est à peu près 40% des patients dysphagiques qui vont avoir une déshydratation et le risque il est accru en milieu gériatrique. Pourquoi? Le problème avec les personnes plus âgées, c'est que plus on vieillit, moins on a la sensation de la soif. Et ça commence dans la soixantaine à peu près. 60, 70, plus on va, on a beaucoup de 90 ans et plus ici. Donc, ils ne sentent pas la soif. Donc, on va leur donner un verre d'eau. Ils font comme « Ah, c'est correct. » Ils vont le mettre là. Non, on insiste. Il faut boire, là. OK, je vais en prendre. Puis là, ils en prennent une gorgée. Je vais en profiter. Là, ils arrêtent là. Le verre d'eau ou le verre de jus peut rester là. Ils ne sentent donc pas l'inconfort de la déshydratation. Donc, il faut pousser plus. C'est pas facile. Certains patients vont se fâcher. « Hey, je t'ai dit que je voulais pas boire, là. Laisse-moi tranquille. » Fait que là, les préposés tournent de bord, puis c'est pas... Fait que c'est pour ça qu'on a fait une formation aux préposés pour insister, pour leur apprendre à insister que c'était pas nécessairement un plaisir, mais que c'était un besoin très important. Oui? Bien, ça va tout affecter la production de liquide. L'urine va être jaune foncé, foncé, foncé. Ils sont plus à risque de faire des infections urinaires. Ils sont plus à risque d'avoir des infections point parce que le système immunitaire est affaissé dans ce temps-là. Donc, l'eau, le liquide, joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre de l'organisme. Donc, les atteintes cognitives, les atteintes parce qu'ils ne pensent pas, tout simplement. Les troubles de mobilité, hein, c'est sûr que quand on peut marcher puis se rendre à l'abreuvoir, c'est plus facile de boire à son goût. Quand on ne peut pas se lever puis qu'on est dépendant du préposé qui nous donne le verre d'eau ou qui ne nous le donne pas, bien là, il faut toujours le demander. Puis vous connaissez vos familles, ils font comme « je suis tanné de demander », puis sonner la cloche, puis c'est pas facile. Donc, les signes de déshydratation, je vais vous les passer vite, là, c'est les lèvres sèches, l'urine concentrée, la peau moins élastique, les yeux creux. Les yeux creux, ici, on a un bel exemple, là, les yeux qui sont un peu plus renfoncés. Ça, c'est un des signes de déshydratation. Mais ici, à l'hôpital, on fait des dosages sanguins assez régulièrement pour la clientèle qu'on a des doutes. Et on peut très, très bien voir dans le sang si la personne est bien hydratée ou non. D'autres conséquences, bien, c'est des maux de tête, des fièvres, confusion, fonction non optimale des organes. Puis malheureusement, il y a des décès qui sont causés par une déshydratation. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut vraiment tout faire pour prévenir la déshydratation. Parce que ce n'est pas normal dans un hôpital de mourir de déshydratation. On s'entend, là? Donc, tout ce qui est en lien avec l'aspiration, qu'elle soit silencieuse ou non, avec symptômes ou silencieuses, quels sont les troubles qu'on peut développer. Donc là, l'aspiration, c'est, on entend le bruit. Hein? On va entendre soit une voix mouillée ou encore un visage qui rougit, une voix qui porte moins bien, une forte toux, un larmoiement. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut voir les yeux qui vont commencer à larmoyer. C'est pas parce qu'elle est triste, c'est parce que là, il y a du liquide ou du solide qui a passé dans les voies respiratoires. Puis là, une réaction réflexe, c'est qu'on va larmoyer. Alors, quand on s'étouffe là, ou quand on tousse fort, on va avoir les yeux tout pleins d'eau. Donc ça, c'est un signe qu'on peut observer. Dans la très grande majorité des cas, attention, il n'y a rien qui se passe s'il y a une aspiration. Donc là, je veux baisser vraiment l'anxiété face à l'aspiration, qu'elle soit silencieuse ou symptomatique. Si on prenait 100 aspirations en ce moment dans l'hôpital, il y en a probablement 100 au moment où on se parle. Bien, il va peut-être avoir une pneumonie d'aspiration dans 2 semaines pour un de ces patients-là
qui va avoir eu plusieurs aspirations et surtout plusieurs aspirations de salive contaminée. Donc, je vais revenir tantôt sur la pneumonie d'aspiration. Donc, il y a d'autres problèmes pulmonaires qui peuvent arriver, la télectasie, des abcès ou des fibroses, mais là, on parle de cas extrêmement rares qui ne devraient pas vous préoccuper du tout. Donc, comment on fait pour réduire les risques d'aspiration? Bien, la meilleure méthode, c'est l'hygiène orale. Parce que la pneumonie d'aspiration, qu'est-ce qu'on donne quand on a une pneumonie? Qu'est-ce que le médecin va prescrire au patient quand il y a une pneumonie? L'antibiotique, est-ce qu'il va tuer des bactéries? Oui. Oui, hein, ça ne tue pas des virus. Les virus, malheureusement, là, ça survit à tout. Donc, l'antibiotique va tuer des bactéries, mais est-ce que vous pensez que l'antibiotique va pouvoir tuer les aliments qui sont sur les poumons? Absolument pas, ce n'est pas ça son travail. Donc, les aliments en tant que tels, ce n'est pas ça qui est dangereux, c'est l'aliment qui est contaminé par une salive qui est riche en bactéries. En plus, c'est un seul type de bactérie qui va causer une pneumonie d'aspiration. Donc, la meilleure façon de prévenir les pneumonies d'aspiration, c'est de faire une très bonne hygiène orale à votre famille, mais ce n'est pas facile. Hein? Dans la majorité des cas, ils vont mordre la brosse à dents, ils n'aimeront pas ça, se faire jouer dans la bouche. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous aimeriez ça, vous faire brosser les dents par quelqu'un d'autre? Est-ce que vous aimeriez ça, que quelqu'un d'autre vous passe la soie dentaire? Hein? On se fait mal souvent, donc imaginez quelqu'un d'autre qui passe la soie dentaire. Donc, il reste que c'est assez limité ce qu'on peut faire comme hygiène orale. Le rince-bouche est déjà un bon outil parce que le rince-bouche qui tue des bactéries, là, ça, ce n'est pas celui que l'hôpital donne. Achetez-en pour la famille. Donc, c'est un bon rince-bouche antibactéricide ou antibactérien. Et là, on peut tuer plusieurs bactéries qui pourraient causer la pneumonie d'aspiration. Et ça, s'il l'avale, ce n'est pas un gros problème. S'il tousse avec, ce n'est pas un gros problème non plus. Si ça va un petit peu sur les poumons, vous en donnez des petites quantités, ce n'est pas ça qui va faire un dommage. Donc, vous ne devriez pas avoir de grandes préoccupations. Essayez surtout comme la toutette. Ça, c'est un bon exemple. Trempez la toutette dans le rince-bouche et là, vous nettoyez le plus possible la bouche. Les préposés sont formés pour le faire. Vous savez qu'il y a une grande variation d'un préposé à l'autre. Moi, ça arrive très souvent que je fais ouvrir la bouche du patient puis je fais comme, est-ce qu'il y a un préposé ici à l'étage? Là, je me retourne puis on fait beaucoup de pression au nursing pour qu'ils fassent de la pression au préposé. Ils sont surchargés par rapport à ce qu'ils étaient avant. Il faut voir qu'il y a eu énormément de coupures dans l'hôpital ici. Dans le réseau, c'est encore pire. On est encore dans les mieux staffés de tout le réseau de la santé. Donc, ici, vous pouvez avoir un bain par semaine, là. Mais ailleurs, il y a bien des places que c'est plus possible. C'est un bain par 2 semaines, puis les douches, c'est impossible. C'est lavé moins souvent. La nourriture n'est pas le quart de la qualité d'ici. Donc, c'est un énorme défi à relever. Donc, on comprend, mais on est exigeant quand même et il faut continuer ce niveau d'exigence-là. En tout cas, mon équipe, je coordonne l'équipe de nutritionnistes, je suis extrêmement exigeant et on est plusieurs personnes gestionnaires dans l'établissement qu'on maintient un niveau de qualité le plus haut possible. Donc, l'hygiène orale, la médication, malheureusement, plus la personne va prendre de médicaments, plus elle est à risque de faire des pneumonies d'aspiration. Donc là, ça, ce n'est pas de votre ressort. Par contre, si vous êtes le répondant officiel de votre famille, demandez au médecin si tous les médicaments que la personne prend sont essentiels et vitaux. Je vous encourage à faire ça. Ma mère serait ici. Je
Je vous jure que je ferai ce travail-là avec le médecin. Et quand on fait une analyse des bénéfices versus des problèmes que la médication peut engendrer, des fois, on peut faire comme « Ah, ben, regarde, je vais le prendre, ce risque-là. » Et le risque est tout petit, les bénéfices sont tout petits, mais les problèmes associés à ce médicament-là sont très élevés. Donc, les médecins font de leur mieux ici. Vous avez une qualité de médecin supérieure à la norme aussi, et de loin. Donc, si vous voulez réduire les médicaments, je suis convaincu que les médecins vont embarquer avec vous, vont participer et vont vous aider à réduire ces médicaments-là. Ça peut juste faire du bien au niveau de la pneumonie d'aspiration. Donc, la dénutrition, on en a parlé, la dysphagie, on en a parlé. L'alimentation par tube, c'est souvent on pense que la personne est très, très, très dysphagique, bon, on va mettre un tube d'alimentation et comme ça, il n'y aura plus de risque. L'alimentation par tube a été identifiée comme étant un très grand facteur de risque. Pourquoi vous pensez? Parce que personne nettoie la bouche. Et là, la bouche, elle reste fermée. Vous, là, quand vous fermez votre bouche pendant 8 heures, puis vous dormez, là, quand vous ouvrez votre bouche, y a-t-il moins de bactéries ou plus de bactéries que la veille? Hein? Donc, imaginez la bouche fermée 24 heures. C'est ça le problème. Donc, on n'enlève pas, on ne retire pas les risques, on en ajoute un autre. Donc, dans certains cas, ça peut être un avantage, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas un avantage. Oui? Il y avait un programme à la radio il n'y a pas si longtemps qui disait que les personnes âgées, vu qu'autrefois il y avait beaucoup plus de dentiers, puis maintenant qu'il y a peut-être moins d'hygiène buccale, ils remarquaient les personnes âgées, les dents, donc moi, il y a 28 ans, plus que ça, il y a 30 ans, j'étais préposé aux bénéficiaires dans un hôpital. Mon travail pour l'hygiène orale était relativement facile. J'enlevais toutes les prothèses, on les lavait, puis là, on retrouvait la bonne bouche. On était très consciencieux. Mais du brossage de dents, effectivement, on n'en avait pas à l'époque. Et imaginez, le poste que j'occupais à l'hôpital où je travaillais, il a été coupé 4 fois. Donc, il y a 4 fois moins de ressources pour 4 fois plus de problèmes, parce que les personnes âgées aujourd'hui ont toutes leurs dents. Hein? C'est rare ceux qui ont 2 prothèses de longue date. C'est beaucoup plus rare. Nos nonagénaires très âgés, oui, mais j'ai une madame de 102 ans qui a encore ses dents, puis elles sont très belles, puis elle les entretient. Puis... Donc, c'est beaucoup plus de travail d'entretenir des dents naturelles et d'aller chez le dentiste quand ici, les déplacements sont difficiles. C'est un énorme problème. Vous avez raison, c'est un des plus gros problèmes selon moi. Donc, l'aspiration, qu'est-ce que je dois faire si je pense que ma personne s'est aspirée? Donc, il faut encourager la personne à tousser. Parce que si elle tousse, c'est qu'elle a déclenché son réflexe de protection. Donc, on l'encourage. On tousse, on tousse. On peut taper un petit peu sur le dos, là. C'est plus contre-indiqué là, si on tape sur le dos, là, ça va empirer les affaires. On peut l'encourager. On peut même essayer de le pencher un petit peu par en avant. Parce que quand on est bien droit puis qu'on tousse, on a un grand volume vertical à faire monter l'air. Tandis que comme ça, si les sécrétions ou si le liquide est ici, bien, la gravité va vous aider à pousser les aliments. Donc, on le penche, on essaie de le pencher un petit peu en avant. C'est sûr que là, si on est penché en avant et qu'on a un petit ventre, bien là, on a de la difficulté à accumuler de l'air. Fait que... Déjà ça va être plus facile pour eux de dégager les voies respiratoires. Pardon. Moi, j'ai mon père qui tousse beaucoup. Puis j'ai remarqué que je lève ses bras, puis il arrête, c'est mieux. Parce qu'il devient rouge. Ouais. Alors, il est trop costaud pour s'avancer en avant. Puis en avant. Mais quand je soulève ses mains, il bon. arrête. La question, donc, lever les bras,
Est-ce qu'on va avoir une meilleure expulsion du corps étranger? Il n'y a jamais d'études qui l'ont démontré. Ils ont essayé ça et on n'avait pas de meilleure expulsion. Mais ça peut, si ça contrôle la toux, ça peut améliorer les symptômes parce que c'est paniquant, là, tousser, là, et je vous encourage. Exactement. Puis après ça, il redevient normal. C'est ça? Donc, tant qu'il redevient normal, ça veut dire que les petits aliments qui étaient en haut, bien là, ils vont descendre tranquillement. Puis peut-être que ça va revenir dans la nuit parce qu'on a des cils, hein, tout le long des bronches, là. On a des cils pour faire remonter les sécrétions. On tousse, on va souvent se dérhumer, puis on va avoir un petit chat dans la gorge, on se dérhume et on avale nos sécrétions. Ça, c'est naturel, là. Fait que peut-être qu'il se dégage comme ça. Est-ce qu'il y a des pneumonies d'aspiration souvent? Bon, vous voyez. Donc, son organisme trouve un autre moyen pour faire remonter les corps étrangers. Oui? On donne souvent manger à un asphagie comme ça. Et puis tous, l'infirmière ou la Excuse-moi. Oui, il faudrait parler plus fort. Quand on alimente quelqu'un qui commence à tousser, oui. L'infirmière va vous dire tout de suite, il faut arrêter. Oui. Et donc, puis, le nutritionniste, au contraire, lui, il dit, il faut le laisser tousser pour dégager. oui. Et vous mettez un peu de temps avant de recommencer à lui donner à manger. Bon, nous, souvent, on est pris entre les deux. Oui. On ne sait pas quoi faire. En fait, les deux ont raison. L'infirmière qui dit on arrête tout de suite, on laisse un petit temps, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête le repas. On arrête le repas. On ne devrait pas arrêter le repas parce que là, on enlève des nutriments de façon... Imaginez qu'ils toussent comme ça à chaque repas, bien, ça veut dire qu'ils ne mangeraient plus. Ils mangeraient 3 bouchées, puis on arrêterait là. Donc, c'est pour ça que eux, ils ont appris ça dans une formation qui va être reprise et qui va corriger cette information-là parce que l'urgence est de laisser tousser le patient, de laisser se reposer et ensuite, il manque juste un petit bout, on reprend l'alimentation une fois que la personne est bien déposée et reposée. On peut donner une petite quantité d'eau qui peut soulager, hein, parce que ça irrite, tousser, là, ça irrite la gorge, une petite quantité d'eau et ça peut soulager la gorge. Donc, on est, j'aime bien une balance, hein? On est souvent pris comme famille, comme intervenant, à jouer entre des bénéfices et des risques. Donc, hein, si je donne tous les médicaments, est-ce que je réduis tous les risques? Mais là, il va y avoir plus de risques associés aux tous les médicaments parce qu'il va en avoir trop. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre entre ne pas être assez consciencieux, ne pas être assez professionnel et être trop professionnel puis donner tout ce que la littérature nous dit de donner. Si on suivait toutes les études, je vous jure que les familles auraient 3, 4, 5, 6 pages de médicaments puis une alimentation là, qui coûterait 2 fortunes et quart, mais qui ne donnerait pas beaucoup de bénéfices nécessairement. Donc, on est toujours dans ces risques-là et c'est ce qu'on va vous proposer comme famille quand on va auprès de vous. Je vais passer plusieurs diapos parce que le temps passe très, très vite. Donc, l'eau, on retient que c'est extrêmement important et qu'on peut les donner à la très grande majorité de la clientèle. Oui? Excusez-moi, il semble qu'ils encouragent faire voir le patient avec une paille. Oui, la paille, si la personne a eu l'habitude tout le long de sa vie de boire avec une paille, ça va être correct. Si elle n'a pas eu l'habitude, elle peut souffler dedans ou mordre dedans. Mais c'est pas dangereux. Ils vont mordiller ou ils vont souffler dedans. Ça ne donnera rien. Ce que j'ai trouvé comme truc, c'est une bouteille ou encore un petit verre qui a l'engin de sa bouche. C'est bon. Ah. Effectivement. C'est à ça que j'arrive. Là, les verres, les bouteilles, on va finir avec ça.
Donc, dans les trucs pratiques, vérifier la dentition, les joues, la langue, hein, est-ce que c'est bien propre? On brosse les dents, on s'assure que la personne est bien éveillée et disposée à manger. Quand la personne, elle est comme ça, puis qu'elle dort profondément, ça arrive malheureusement très souvent. Est-ce que c'est le temps de l'alimenter? Ce n'est pas le moment idéal, mais là, vous savez qu'on n'a pas grand temps pour les alimenter. Donc, quand les familles sont là, vous pouvez prendre tout votre temps, vous pouvez dire, OK, on va le mettre de côté et je vais attendre qu'elle soit plus éveillée. Mais des fois, c'est la médication qui est mal ajustée. Donc, la médication, ils peuvent avoir besoin de médication pour dormir la nuit, mais là, oups, l'effet est trop long et il y a juste un ajustement de la médication à faire pour qu'elle soit plus éveillée au repas. C'est souvent une de nos recommandations. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez jouer avec la médication pour améliorer l'état d'éveil au repas? Ensuite, on prend son temps. Ça devrait être, il y a plusieurs études qui disent que ça devrait être entre 35 et 45 minutes. Les préposés vont vous dire que qu'ils n'ont pas plus que 20 minutes à donner à un patient, 20 à 30 minutes. Et ils ne peuvent pas avoir beaucoup de 30 minutes, donc c'est plus des 15 puis des 20. Si vous êtes proche de vos familles, tant mieux, ça leur donne plus de temps. Il y a quand même une proportion de patients qui mangent très vite, hein, qui vont le préposer. Moi c'était drôle parce que quand on disait « Ah, cette madame-là, elle mange très bien », ça veut dire qu'elle pouvait suivre le préposé. Hein? C'est ça, quand les préposés se parlent entre eux, là, c'est qu'elle, elle mange très bien, ça veut dire qu'elle est capable de suivre le rythme du préposé. C'est peut-être pas l'idéal, mais dans son cas, dans le cas d'une personne qui est capable de suivre, puis qui n'a pas de toux, puis qui est correct, bien, il peut donner plus de temps à une autre personne qui, elle, va avoir plus de difficultés à suivre le rythme. Profiter au maximum de l'autonomie de la personne, et ça a été démontré par plusieurs études. Si la personne s'alimente elle-même, elle est beaucoup moins à risque d'avoir des pneumonies d'aspiration. Donc, et si elle est capable de brosser ses dents elle-même, elle va être capable, on diminue les risques de pneumonie d'aspiration. Donc ça, c'est extrêmement bon. Et si vous avez besoin, il y a l'ergothérapeute qui peut jouer beaucoup, qui peut améliorer ou évaluer l'autonomie de la personne et donner des outils compensatoires. On l'installe bien, le patient, dans le mobilier adapté aux besoins. Un autre truc, c'est d'éviter, on observe la position de la tête, puis on devrait toujours avoir une légère flexion en avant et non pas une légère flexion en arrière. Donc, pas trop en avant, mais légère flexion comme ça, et une façon de l'imposer, c'est que vous arrivez avec la cuillère en bas. Donc, la personne va aller regarder la cuillère. Donc là, vous donnez la cuillère de cette façon-là. Donc, ça ne la force pas, vous n'avez pas besoin de pousser la tête, mais la personne va aller chercher. Fait que vous montez votre cuillère comme ça. Donc, on va avoir une légère flexion en avant. On adapte sa propre position. Donc, si j'alimentais monsieur ici, je serais positionné comme ça pour bien voir ses yeux, être à la même hauteur que lui, et là, comme ça, je pourrais arriver avec ma cuillère. Il ne faut pas, comme on voit la madame ici, elle risque d'avoir des petits problèmes de dos. Hein? Ça en fait plusieurs comme ça, là. Donc, on peut le faire comme ça, là, des fois pour des médicaments, des choses comme ça, mais pour un repas, là, c'est 35 minutes, c'est pas... Donc, on regarde le résident dans les yeux parce que là, on risque d'avoir des larmes. On va observer le regard. Toutes les grimaces sont extrêmement importantes parce que ça peut nous signifier « Ah, c'est bon » ou une grimace négative « Oh, c'est pas bon ». Donc, on le sait tout de suite si la personne aime ça. Ensuite, prendre son temps, comme ça, je l'avais dit. Oups, excusez, je reculais. Donc, se positionner confortablement, mettre le plateau en avant. Des fois, on peut trouver un bénéfice à donner un plat à la fois. Vous allez en avoir qu'ils vont faire « Ah, regardons, tout est là ».
Et là, ils vont tout être mêlés. Là, ils voient toutes sortes d'affaires. Ils peuvent aller vers le plus simple, hein, donne-moi donc le dessert. Parce que c'est ça qui est bon. Et après ça, bien, c'est moins bon de manger le repas principal après. Mais s'ils le font, ça ne dérange pas. Nous, là, nos habitudes à nous, c'est pas nos habitudes qu'on va imposer à notre parent. Ces habitudes, s'ils ne sont plus du tout comme celles d'avant, ça peut aller avec la maladie aussi. Donc, il faut juste le prendre avec un grand recul puis un respect. Bon, j'y vais, s'il réussit à tout manger. S'il ne mange pas tout, bien là, on trouve des solutions différentes. Ça, je l'ai dit, l'appétit faible, éviter une bouchée à la fois. Donc, on essaie d'attendre que la personne ait fini de vider sa bouche. Puis, malheureusement, il y en a qui aiment beaucoup mélanger les aliments parce qu'ils ont l'impression qu'ils donnent un peu de tout. C'est parce que là, ça revient à une saveur. Hein? C'est toujours la même à tous les jours dans ce temps-là. Les gobelets, les pailles, tout ça, ça peut être extrêmement bon. Une bouteille à petite ouverture, hein, la personne n'a pas besoin de faire ça. Donc, si on donne un verre vide, regardez ce que je vais devoir faire pour aller chercher le liquide. Donc ça veut dire qu'il faut que mon voile soit capable de bien contrôler dans ma gorge, là, bien fermer. Si mon voile n'est pas bon, bien là, les liquides s'en vont directement dans les poumons. Donc, on garde la tête légèrement fléchie en avant et là, on peut faire des petits verres à nez qu'on appelle, là, enlever, on prend des petits verres de carton, on enlève la place pour le nez. Il y a des verres spéciaux comme ça, il y a des verres avec des pailles. Des fois, la paille est très avantageuse. Oui? Est-ce que c'est mieux de faire boire la soupe au verre ou la donner à la cuillère pour une personne dysphagique? Ce que j'aime pas, il y a des avantages, des désavantages. Donc, la cuillère, c'est des petites gorgées à la fois, c'est correct, mais c'est long. Et là, la personne elle-même, elle peut trouver ça long. Elle peut se fatiguer à manger sa soupe. Lorsqu'elle la prend au bol, bien là, ça peut être des plus grosses gorgées, mais l'avantage, c'est qu'elle va le boire plus vite, puis elle va se fatiguer moins. Parce que, dites-vous là, que l'alimentation, c'est leur activité. Ils peuvent se fatiguer à faire ça. Mais si c'est la personne qui l'accompagne, qui la fait manger, là, c'est différent. Ah, ben oui, si c'est une personne qui l'alimente, moi, j'irai à la cuillère. Si la personne... Moi, j'aime mieux la boire, ma soupe. Fait que moi, c'est une habitude que j'ai prise, puis là, la famille peut le dire, là. Ça peut influencer les pratiques, mais si on prend de règle générale, une bonne cuillère à soupe, une à la fois, on est capable. Pensez à servir la soupe après le repas. Parce que la soupe qu'on sert, elle est super chaude, première chose. Deuxièmement, elle est enrichie en protéines. Fait que ça se peut qu'après la soupe, il n'y ait plus faim. Alors que s'ils commencent par le repas principal, ils vont manger leur maximum, et là, ils vont finir par la soupe, puis ils la trouvent tellement bonne d'habitude qu'ils réussissent à en manger plus que la moitié, alors que s'ils avaient mangé toute la soupe, ils n'auraient pas mangé le repas principal. Donc ça, c'est une façon d'améliorer les apports. Ça, les préposés devraient le savoir. Donc, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Il faut y aller selon la personne, selon le cas, et des fois, ça peut être avantageux, d'autres fois, ça peut ne pas l'être. Si cette personne dysphagique mange sans dentier, elle n'a pas de dents du tout, est-ce que ça peut être nocif pour elle? Bien, moi, j'aime mieux pas de dents, pas de dentier, que des très mauvaises dents qui font mal, qui ont des gingivites et qui sont mal nettoyées. Non, mais c'est une personne qui ne voulait pas mettre du dentier, par exemple. Donc, on respecte ça. Elle n'avait pas de problème avec ses dents, mais les gens se lèvent des fois d'une humeur X. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas de danger d'aspirer plus sans dents. Bien, s'il y a une texture régulière, oui, mais s'il y a une texture molle, non. On va être capable de bien les mastiquer pareil. Puis d'habitude, ils ont des bonnes gencives, ces gens-là. Ils sont habitués. Moi, j'ai un monsieur qui mange des pommes avec... pas comme ça, là, mais il coupe les morceaux de pommes, puis
puis il est capable de mélanger ça, puis il y a des gencives là, très, très dures. On va finir avec les trucs, hygiène dentaire, si on en a parlé. Le plaisir de la table, j'en ai parlé aussi. Dans le fond, c'est des rappels. Donc, dans les hôpitaux, on a moins de 2 $ par repas pour alimenter les patients. Donc, on vous encourage énormément, soit à revendiquer plus d'argent pour les aliments, ou soit vous apporter plus de repas maison. Il n'y a rien qui bat les plats maison, ça c'est sûr. C'est toujours aller jouer dans les saveurs que la personne aimait et ça va réveiller des souvenirs heureux. C'est sûr qu'en compagnie, les patients vont toujours manger plus que lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'ils sont dans un environnement isolé. Donc, les saveurs connues, les habitudes, j'en ai parlé. Donc, si on revient au vrai ou faux, il est impossible de s'étouffer avec du liquide. Bien oui, c'est impossible de s'étouffer avec du liquide. On ne peut pas s'étouffer. On peut tousser, on peut se sentir mal, on peut être vraiment là, très irrité, mais on ne peut pas mourir par une asphyxie avec des liquides. C'est impossible. Tout ce qui est purée, du riz, c'est impossible tant que ça ne forme pas une boule, là, on ne peut pas mourir d'une asphyxie. Plus on épaissit les liquides, plus c'est sécuritaire. Bien, ça, j'en ai pas parlé. Toutes les études maintenant disent que l'épaississement des liquides n'a aucun lien avec l'apparition de pneumonie d'aspiration. Donc, il faut que ce soit confortable. Donc, si la personne tousse avec des liquides clairs, on épaissit, on vérifie, plus de tout, du plaisir, bravo. Pour elle, le liquide épaissi est avantageux. Mais si le liquide épaissi n'est pas apprécié, c'est pas bon, on n'oblige pas une personne à boire du liquide épaissi. Même si pour elle, c'est inconfortable parce qu'elle tousse avec des liquides clairs, c'est de loin encore mieux que de prendre des liquides épaissis qui vont de toute façon repousser. Et ça, même dans les plus grands cas de démence très avancés, dans la maladie d'Alzheimer, ils vont pousser le liquide, puis ils ne le boiront pas. Fait que la déshydratation est beaucoup plus dangereuse que s'il y a des petites aspirations liquides. L'eau claire, donc, n'est pas dangereuse entre les repas. Puis j'ai parlé de l'hygiène orale. Une hydratation sans tout, on en a parlé aussi. Donc, j'espère que ça vous a... Avez-vous d'autres questions? Oui. Je ne sais pas si une personne dysphrégique, on peut la coucher à plat ou c'est mieux de la coucher à un angle de 35 degrés. Alors, tout dépendant du cas encore. Moi, j'aime bien que les patients soient capables de se coucher à plat le soir pour bien dormir. Parce que dormir comme ça, là, on ne dort pas bien. En tout cas, moi, je ne dors pas bien. Donc, je fais tout ce que je peux pour que le patient puisse se coucher. Ça veut dire que je vais vérifier les collations du soir, je vais vérifier les possibilités de reflux gastro-œsophagien et s'il est insuffisant cardiaque, c'est sûr qu'il ne sera jamais capable de se coucher à plat parce que l'eau dans les poumons va s'étendre et puis là, ils ont de la difficulté à respirer. Donc, un angle, pour eux, c'est plus confortable. Donc, il n'y a pas de règle générale. On ne devrait jamais coucher une personne tout de suite après avoir mangé. Ça, c'est sûr. Mais c'est fait encore beaucoup dans l'établissement. On devrait attendre au moins 30 à 45 minutes. Ça, c'est le minimum des minimums. D'autres questions? J'en avais juste une petite dernière, ici, la papier. Oui, est-ce que c'est nécessairement un auxiliaire infirmier qui doit nourrir une personne dysphagique ou c'est plutôt des heures de faire? Personnellement, j'aime mieux un personnel consciencieux. Et on en a dans toutes les catégories d'emploi. J'hésite à dire là, que ça devrait être une infirmière, parce que les infirmières, maintenant, ils ne peuvent plus avec la charge de travail qu'elles ont.
Donc, l'auxiliaire devrait être en charge d'un patient problématique. Le préposé n'a pas la formation nécessaire pour alimenter quelqu'un qui a un haut degré de complexité de dysphagie. Donc, en théorie, je vous le dirais, l'infirmière devrait superviser l'auxiliaire pour s'assurer qu'elle fasse le bon travail. Mais dans certains cas, j'ai des préposés qui sont extraordinaires et je dis, mon Dieu, une chance que tu es là pour alimenter ce patient-là. Donc, il y a des préposés qui sont, à qui je donne une confiance absolue. Oui? D'autant plus que vous avez déjà été préposé. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça qui colore mon... Oui, pendant mes études en nutrition. Donc, ben, oui? Histoire de conscience. Oui? Conscience de ce qu'ils font. Oui, Vous dites, c'est ça, c'est ça. Puis, il y a des préposés qui adorent leur travail. Puis, ça paraît, là, ça se voit. Et je vous dirais qu'il y a une belle masse critique ici de préposés qui adorent leur travail. Donc, puis quand on les trouve, là, mon Dieu, on est enchantés. C'est beau. Bien, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.